merci beaucoup de me permettre d'être ici. Ça fait effectivement la deuxième édition et je pense que c'est extrêmement important et pour nous très aidant, pour nous du côté, quand on se place du côté des médecins, effectivement très aidant d'avoir identifié une association et de pouvoir la proposer. Et je pense qu'on est effectivement très complémentaires et il est évident que le médecin ou la médecine ne répond pas à toutes les questions, loin de là. Donc je trouve cette complémentarité très, très importante. Alors, bien sûr, je pense que je vais peut-être pas apprendre beaucoup de choses à certains d'entre vous, mais je reprends d'une façon un petit peu générale. La définition d'une tumeur qu'on appelle neuroendocrine, qui est vraiment effectivement au sein des maladies tumorales quelque chose de très particulier. C'est une tumeur qui se développe à partir de cellules on appelle du système endocrinien diffus. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème d'une tumeur de la thyroïde ou du côlon. Ou non, la caractéristique, qu'est-ce qui relie toutes les tumeurs neuroendocrines entre elles, c'est qu'elles proviennent tout d'un coup de la prolifération de cellules, qui sont un système de cellules qui sont disséminées un petit peu dans tout l'organisme, beaucoup le long du tube digestif ou dans certaines glandes, et parfois dans d'autres organes. Et c'est le fait que ça vient de ce contingent cellulaire particulier que vient le terme de tumeur neuroendocrine. De la même façon, quand il y a des lymphomes, une autre maladie tumorale dont on entend parler, sont des maladies qui proviennent de cellules qui sont particulières diffusées dans tout le corps, qui sont les lymphocytes, et ça peut provenir des ganglions, mais aussi de l'estomac, mais aussi d'un autre organe. Voilà. Et les cellules endocriniennes, ce système diffus, sont des petites cellules qui sont disséminées dans tout l'organisme. Et c'est pour ça que même si ça vient de l'œsophage, ou ça vient du rectum, ou ça vient du pancréas, ou ça vient du rein, finalement c'est la même tumeur, d'une certaine façon, parce qu'au départ, la cellule de laquelle c'est parti a la même nature que celle qui était dans l'œsophage, ou dans le rectum, ou dans le pancréas, etc. Alors, d'une façon générale, environ 80% des tumeurs neuroendocrines proviennent de l'appareil digestif. Pas toutes, bien sûr, hein, mais la majorité proviennent de l'appareil digestif. Ça peut être, alors souvent, le pancréas, l'intestin grêle, l'appendice ou le rectum, plus rarement dans le tube digestif, l'estomac, le duodénum, le côlon. Et puis, dans 20% des cas, ça provient d'autre chose, d'un autre organe, les bronches, et puis et potentiellement tous les autres organes. Mais c'est vrai que très souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez un chirurgien digestif devant vous, c'est quand même, ça concerne beaucoup ceux qui s'occupent des pathologies digestives. Mais bien sûr, ça peut provenir d'ailleurs. Parfois, très rarement, ça survient dans un contexte héréditaire. Parce que souvent on se dit, mais pourquoi j'ai développé cette maladie? C'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. Ben, ce n'est pas expliqué, on ne sait pas. Il n'y a pas de terrain particulier, sauf de temps en temps, où il y a un contexte génétique. On a développé cette maladie parce qu'on a une caractéristique génétique qui fait que c'était propice au développement de ce type de maladie. C'est très rare, et ça n'explique qu'une toute petite proportion des tumeurs neuroendocrines. Et ça s'intègre dans un contexte qu'on appelle, alors on aime bien toujours les noms compliqués, la néoplasie endocrinienne multiple de type 1, et comme on aime bien les acronymes aussi, on appelle ça la NEM1. Et donc on a un parent qui a le gène de la NEM1 avec une mutation, et qui a une propension à développer certains types de maladies, dont des tumeurs neuroendocrines, mais pas uniquement ça, aussi des tumeurs bénignes de l'hypophyse, qui est une petite glande cérébrale, ou des tumeurs bénignes des parathyroïdes qui perturbent le métabolisme du calcium. Et on hérite soi-même de ce terrain génétique, donc on a une certaine propension à développer ces types de pathologies, et ainsi de suite. Voilà. C'est un syndrome génétique particulier qui n'explique qu'une toute petite proportion des tumeurs neuroendocrines, et encore qui n'explique qu'une proportion des tumeurs neuroendocrines du pancréas. Toutes les tumeurs neuroendocrines qui viennent d'ailleurs ne s'intègrent pas à un potentiel syndrome génétique. Donc nous, sur le plan médical, le corollaire, c'est que en tant que médecin, quand on a un diagnostic de tumeur neuroendocrine du pancréas, il faut rechercher des arguments pour savoir si ça pourrait peut-être s'intégrer dans ce syndrome génétique, parce qu'à ce moment-là, on a intérêt à le savoir, parce que du coup, on va aller regarder la parathyroïde, l'hypophyse, et on va faire aussi un dépistage familial. Autre caractéristique de ce type de maladie, c'est que ça vient du système endocrinien diffus, c'est-à-dire des cellules endocriniennes. La définition d'une cellule endocrinienne, c'est une cellule qui sécrète des hormones.
Et certaines des tumeurs neuroendocrines qui sont donc caractérisées par le compactage la prolifération de ces cellules ont gardé la capacité à sécréter ces hormones. Et du coup, ces hormones se déversent à un taux beaucoup plus important qu'habituellement et peuvent être à l'origine de symptômes. Alors, toutes les tumeurs neuroendocrines n'ont pas gardé cette capacité à sécréter des hormones. Mais une partie d'entre elles ont effectivement ce qu'on appelle un syndrome hormonal, c'est-à-dire qu'il y a un déversement dans la circulation d'hormones sécrétées par ces cellules qui sont trop abondantes et qui vont donner des symptômes. Il y a par exemple ce qu'on appelle les syndromes carcinoïdiens qui souvent peuvent se trouver dans les tumeurs souvent du pancréas ou les tumeurs d'origine bronchique et qui font que lorsqu'on a ce syndrome, on a des bouffées de chaleur qu'on appelle des flushs, où on devient tout rouge avec une sensation de malaise, et on a aussi des diarrhées beaucoup plus souvent importantes. Voilà. Donc ça, c'est un syndrome carcinoïdien. Il peut y avoir aussi, pour certains types de tumeurs du pancréas, des hypoglycémies. On appelle à ce moment-là la tumeur un insulinome. Même si la tumeur est toute petite, elle peut sécréter plein d'insuline. L'insuline, vous le savez, elle est faite pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et à ce moment-là, les personnes qui ont ça ont des chutes brutales du taux de sucre de leur glycémie, font des hypoglycémies, parfois très graves. Et même si la tumeur elle-même, en tant que tumeur, n'est pas grave, c'est une petite chose qui ne va pas bouger, les symptômes qu'elle induise peuvent être très graves. Voilà. Et il y a d'autres types de syndromes sécrétoires hormonaux qui sont divers, variés, mais qui sont en général assez rares. On le verra pour ça, il y a un traitement qui est dans la plupart des cas très efficace, qui est indépendant du traitement tumoral lui-même, qui est un traitement donc anti-hormonal et qui permet d'assécher ces sécrétions et de faire disparaître les symptômes. Autre caractéristique, et vous le savez aussi, et ça c'est vraiment très particulier des tumeurs endocrines, c'est que ça a une évolutivité très variable. Et donc c'est très difficile de donner des généralités sur les tumeurs endocrines, et pour n'importe quelle maladie, chaque individu est différent de l'autre, mais alors pour les tumeurs neuroendocrines, c'est pire que vrai. C'est franchement une caractéristique très très importante. Alors, évolutivité variable, d'une part parce que je reviens sur cette topographie. Vous voyez, ça c'est un exemple. C'est la répartition générale. Regardez, les tumeurs de l'appendice représentent 30% des tumeurs neuroendocrines en fréquence. Et souvent, elles sont découvertes. On vous enlève l'appendice parce que vous avez l'appendicite. Pour le chirurgien, c'est une appendicite normale. Il envoie à l'examen microscopique l'appendice qui a été enlevé et le médecin qui fait ses analyses téléphone en disant j'ai trouvé une petite tumeur neuroendocrine. Ce sont des petites choses fortuites, mais ça peut être parfois plus gros. Et ces tumeurs de l'appendice qui représentent 30% de l'ensemble des tumeurs neuroendocrines, si on regarde la fréquence des tumeurs neuroendocrines qui évoluent, qui posent des problèmes, ça ne représente plus que 8% des tumeurs neuroendocrines qui sont à l'origine de problèmes et d'évolutions éventuellement métastatiques. Donc c'est très variable d'une tumeur neuroendocrine à l'autre dans sa capacité à être bénigne ou à être maligne, déjà, première chose. Et c'est très variable aussi parce qu'une fois que la tumeur est maligne, c'est-à-dire qu'elle a montré sa capacité à aller ailleurs et éventuellement à donner des métastases, il y a des variations d'évolutivité très importantes et on est avec des maladies pour lesquelles, là aussi, c'est très particulier par rapport à l'ensemble des maladies tumorales, c'est qu'on peut avoir une maladie maligne avec des métastases qui ne bouge pas pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, chose qui est quand même exceptionnelle dans l'ensemble des maladies tumorales. Et pour nous, toute la difficulté, pour nous au sens large du terme, c'est effectivement d'apprécier, de savoir si, en face d'une maladie neuroendocrine avancée dans le sens où ça a donné des métastases, est-ce que ça va rester finalement comme ça ou est-ce qu'il y a une évolution qui est possible et quel type d'évolution ? Et là, on manque peut-être encore un petit peu d'outils à l'heure actuelle, et c'est vraiment vers là, entre autres, que doit se passer la recherche. Alors c'est très hétérogène aussi, parce que quand vous les regardez sous le microscope, finalement, alors ça c'est une diapositive un petit peu médicale, je m'en excuse, mais la personne, l'anatomopathologiste, qui est le médecin qui fait les analyses microscopiques, va vous dire, celles-là, on va déjà avoir 3 catégories.
les G1, les G2, les G3, en fonction de leur capacité appréciée sous le microscope de différenciation, avec des maladies qui, pour ce qui nous concerne, sont essentiellement des tumeurs neuroendocrines G1 et G2, sachant que les tumeurs neuroendocrines dites G3 sont un petit peu plus particulières. Mais bon, peu importe, mais même à l'intérieur des tumeurs dites G1 ou G2, où on avait l'impression là d'obtenir une classification qui nous disait, ben, là c'est assuré que ça ne bouge pas, là il y a peut-être un petit peu plus de risque que ça bouge, on va surveiller un petit peu plus. Ben, même à l'intérieur de ça, si vous prenez uniquement les tumeurs de type G1, il y a des évolutions qui sont aussi différentes les unes des autres. Donc voilà, je ne veux pas trop vous embrouiller, mais il y a une vraie hétérogénéité de ces maladies et c'est quelque chose sur lequel on devra encore travailler, mais qui fait partie, il faut qu'on en ait conscience dans le cadre de la prise en charge. Alors, cette hétérogénéité, à la fois de présentation, génétique, pas génétique, hormonale, pas hormonale, digestif, pas digestif, G1, pas G1, etc., fait que, bien sûr, les choses allié au fait que c'est une tumeur qui n'est pas très fréquente non plus, fait que nous devons, plus que pour toute autre pathologie, nous regrouper et travailler en réseau pour pouvoir d'une part faire avancer les choses, mais aussi, autant présent, pouvoir prendre correctement en charge ce type de maladie. Donc le réseau, je vous l'ai schématisé un petit peu comme ça, il existe sur le plan local et régional. Nous travaillons en réseau avec Laurence Dierix, l'équipe de Muscari, les anatopathologistes. On s'est bien identifié sur les médecins qui, chacun dans sa spécialité, est investi dans les tumeurs neuroendocrines et a poussé son niveau de connaissance à un niveau un petit peu plus expert que le niveau, on va dire, moyen. Mais le réseau s'est aussi structuré au niveau national, et ça a d'ailleurs été une injonction de l'Institut national du cancer, que pour les pathologies tumorales rares, il y ait des réseaux nationaux qui se mettent en place, c'est-à-dire qui nous imposent, même si à Toulouse on l'avait déjà fait depuis longtemps, de s'organiser régionalement en identifiant des experts pour qu'ils puissent travailler ensemble, qu'on rapporte ça au niveau national et que aussi entre régions nous puissions communiquer et harmoniser nos pratiques et diffuser l'information. Ce réseau, il s'appelle le réseau Renaten. Et en fait, pour nous, c'est vrai qu'à Toulouse, ça fait déjà bien avant la création, la naissance du réseau Renaten, que nous avions organisé ce qu'on appelle une RCP, qui est la base du fonctionnement de toute décision thérapeutique des pathologies tumorales. Nous étions organisés en une RCP dédiée aux tumeurs neuroendocrines, parce qu'il était évident qu'il y avait là une spécificité qui méritait qu'on sorte, entre guillemets, en tout cas qu'on accorde un temps particulier à la réflexion des dossiers qui posent des problèmes de tumeurs neuroendocrines. Alors, les principales spécialités qui sont concernées, vous les voyez ici. On va commencer par Laurence Dierix, c'est la médecine nucléaire, qui a un rôle, vous le verrez, à la fois diagnostique, un petit peu particulier dans les tumeurs neuroendocrines, et thérapeutique. Il y a les chirurgiens qui ont aussi nécessité d'être des chirurgiens un petit peu experts, parce que ils s'adressent à des chirurgies souvent un petit peu particulières. Il faut bien connaître cette pathologie, et la chirurgie peut aller du fait d'enlever une toute petite tumeur à la pointe du pancréas jusqu'à éventuellement faire des chirurgies plus compliquées. Il y a les endocrinologues qui notamment s'occupent des syndromes génétiques, des syndromes sécrétoires, etc. Il y a les anatomopathologistes qui sont ces médecins qui regardent sous le microscope, et tout anatomopathologiste n'a pas l'expertise maximale dans les tumeurs neuroendocrines, donc il y a aussi un réseau national de relecture pour qu'on ait bien identifié et un anatomopathologiste qui connaisse bien cette pathologie. Et à Toulouse, c'est le docteur Danjou qui travaille au CHU de Purpan. Il y a des gastro-entérologues qui interviennent parce que, encore une fois, il y a beaucoup de tumeurs neuroendocrines qui sont d'origine digestive, qui interviennent dans le diagnostic, mais aussi dans des phases thérapeutiques. Il y a les pneumologues, parce qu'une partie des tumeurs neuroendocrines sont d'origine bronchique. Il y a des radiologues, parce que interpréter les radios dans des pathologies de tumeurs neuroendocrines, c'est assez spécifique. Ça a des particularités qui nécessitent d'être prises en compte. Et en plus, les radiologues, on le verra, ont aussi un rôle thérapeutique, car il y a des procédures radiologiques thérapeutiques.
Et puis il y a les oncologues, parce que il y a pas mal de traitements médicaux, chimiothérapiques ou autres, qui sont spécifiques aux tumeurs neuroendocrines. Voilà. Alors, le choix thérapeutique, je suis désolée, je parle peut-être un petit peu longtemps, mais bien sûr, l'idée c'est pas de faire un cours et de faire un organigramme, juste pour vous montrer que le choix thérapeutique est assez large, et à nous, en fonction des spécificités de la maladie, de voir ce que l'on propose. Il faut savoir que ça peut reposer sur la chirurgie, bien sûr. La chirurgie a des stades très différents, encore une fois. Petite tumeur bénigne mais qui sécrète, on va l'enlever, ou alors une tumeur maligne qui est enlevable, on va l'enlever, mais ça peut aller même jusqu'à enlever juste une partie de la maladie, ou juste décoincer quelque chose. Donc ce sont des chirurgies qui sont très variables, et Fabrice Muscari vous en parlera. Ça peut être uniquement l'observation, ne rien faire. Ce sont des maladies qui peuvent ne pas bouger du tout, donc il faut savoir ne rien faire, hein. Une maladie qui ne bouge pas, c'est pas la peine d'aller taper dessus. Ça peut être des traitements médicaux où on va faire des injections de produits, souvent toutes les 4 semaines, qui viennent bloquer cette sécrétion hormonale, mais aussi qui peuvent avoir un rôle sur le maintien de la stabilité de la maladie. Ça peut être des traitements radiologiques, on va passer par l'artère du foie, et donc ça sont les radiologues qui le font, pour aller délivrer au niveau du foie, si la maladie est localisée là, des produits à la fois de chimiothérapie, puis comme des cols qui vont un petit peu boucher les tumeurs. Ça peut être bien sûr la radiothérapie métabolique, dont vous parlera Lorenz Dierix, et ça peut être des traitements médicaux, soit des chimiothérapies, on va dire, standards, dans le sens où ce sont des chimiothérapies classiques par voie intraveineuse, soit des nouveaux médicaments dits les thérapies ciblées, avec une foison de questions et de nouveaux médicaments qui arrivent, et cette classe thérapeutique s'est ouverte finalement il y a assez peu de temps, mais vous verrez, tout évolue. Et juste pour vous dire que je m'attarde un petit peu sur ce côté purement médical, ça c'est l'évolution de l'oncologie d'une façon générale. Maintenant on va essayer d'attaquer les petites, au sein de la cellule tumorale, ce qui fait que les petits mécanismes biologiques, chimiques à l'intérieur de la cellule tumorale qui font qu'elle a une capacité à se développer, et on a comme ça mis en évidence plusieurs étages qu'on pourrait bloquer avec des médicaments, et ça fait quelques années déjà que ça a été identifié, qu'il y a eu des essais en cours, pour vous dire que les choses ont bougé. Il y a certains d'entre vous qui ont participé d'ailleurs à ces essais, et tout ça a débouché, vous voyez, en février 2011, sur la publication dans le New England Journal of Medicine, qui est la Bible, le summum de la publication en médecine, qui donne vraiment les études qui ont un impact thérapeutique et innovant majeur. Et vous voyez que en février 2011, donc il n'y a pas si longtemps, il y a de grosses études qui sont sorties dans les tumeurs neuroendocrines sur ces médicaments, avec 2 médicaments différents. Donc les choses bougent, les choses avancent. Bien sûr, on se dit toujours que ça avance pas assez vite, mais il y a quand même un coup d'accélérateur qui est tout à fait appréciable. Et les études continuent, et ça c'était juste pour illustrer. J'étais il y a un mois au Congrès européen d'oncologie. Et vous voyez, alors l'idée c'est pas de lire tout ça, mais le nombre d'études, là, c'était un panel de 4 études qui sortent, qui évaluent des molécules dans le cadre des tumeurs neuroendocrines. Donc les choses bougent. Et il y a des études qui sont en cours d'ouverture ou déjà ouvertes ici à Toulouse sous l'égide de cette RCP. Je ne vais pas vous les détailler, mais donner ce type de médicament après le traitement radiologique, la chimioembolisation, tester par rapport ce nouveau médicament qui vient de sortir, mais en tester encore un nouveau qui peut-être fera encore mieux, tester aussi ces médicaments dans d'autres tumeurs neuroendocrines, et puis Lorenz Dierix vous en parlera, il n'y a pas que le médicament qui bouge en termes de possibilités d'essais, il y a aussi la radiothérapie métabolique avec 2 essais qui vont ouvrir aussi à Toulouse. Donc plus que jamais, on a vraiment besoin. L'avenir c'est une chose, la recherche c'est une chose, il faut y être, il faut absolument qu'on soit motivé et qu'on progresse là-dedans, mais déjà au quotidien, il faut qu'on soit, et je voudrais revenir là-dessus, extrêmement bien organisé, de façon à ce que
C'est pas parce que vous voyez en premier lieu le docteur Dierix que vous allez forcément avoir un traitement par radiothérapie métabolique, ou c'est pas parce que vous me voyez moi ou un de mes collègues que vous allez forcément avoir un traitement par chimiothérapie, ou que vous voyez Fabrice Muscari que vous allez être opéré dans les 15 jours qui suivent. La porte d'entrée peut être variable, mais il faut qu'on assure au niveau régional ensuite cette discussion pluridisciplinaire pour ensuite proposer le traitement évidemment le plus adapté qui peut donc renvoyer sur une autre spécialité. Ce qu'il faut, c'est que les spécialités se parlent et que les spécialités qui se parlent aient acquis un certain niveau d'expertise qui leur permettent de choisir les meilleurs traitements. Donc notre RCP, puisque finalement c'est la chose visible, même si on n'attend pas de se voir en RCP pour discuter, mais de façon formelle, on discute quand tout le monde est là. Elle a lieu une fois par mois parce que on aurait de quoi la faire plus fréquemment, mais on ne peut pas parce qu'il y a une surcharge de travail qui fait qu'on ne peut pas réunir tous ces gens plus d'une fois par mois. Néanmoins, dans l'intervalle entre deux RCP, évidemment, on en discute dans d'autres réunions et on fait avancer les choses. C'est une RCP qui est une RCP de recours régional, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour les malades du CHU de Toulouse ou de l'Institut Claudius Regaud. C'est une RCP pour laquelle c'est ouvert à l'ensemble de la région. Évidemment, les médecins de la région de Rodez ou de Tarbes ne viennent pas présenter les dossiers et être présents au moment de la RCP, mais ils nous contactent avant, ils nous font passer les dossiers et on en discute à ce moment-là. On souhaiterait, mais pour des raisons techniques, de moyens, etc., c'est pas encore le cas, mais ça viendra, que cette RCP se fasse en vidéo-conférence, de façon à ce qu'effectivement les médecins qui n'ont pas la capacité à venir un soir tard à Toulouse, voilà, puissent quand même présenter leur propre dossier, parce que c'est toujours mieux. Donc ça va évoluer petit à petit, mais disons que c'est déjà une base assez solide de discussion et de décision thérapeutique. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi d'avoir été un peu longue.